On va modifier un petit peu le programme prévu parce que Jacques Maximin va nous rejoindre, mais il est victime de son succès. Il est auprès des jeunes, auprès des élèves du lycée de Blois qui vous ont servi le repas ce midi. Et donc, il signe des autographes sur des toques. Voilà. Je vous propose, en l'attendant et en guise de préambule à cet atelier, de commencer par une distribution de produits. Et ces produits sont le fruit du travail de M. Bastelica, qui se trouve à ma gauche, hein, et il vous parlera certainement ensuite, ultérieurement, de la façon dont il réalise la culture, de ce que vous allez pouvoir toucher, humer et surtout voir. Au marché. Vous pouvez manger, hein. Pour enlever les cellophanes. C'est pas bon le cellophane. Pour manger. Brouter, brouter. Hein? C'est des distributions d'herbes. On distribue de l'herbe, c'est pas mal, hein? Tiens, je vais faire une. J'ai fini avec un copain un manuscrit sur une géographie du hashish. Oui, c'est fait. Tu vas voir. Je vais t'envoyer bientôt le texte. C'est un jeu. Ah, super, mec. Je suis un peu rencontré un explorateur de la Guyane. Ah, c'est un type extraordinaire. Dans son livre chez Belin, il y a tout un paragraphe dans un chapitre sur la comparaison entre la Guyane et un trou du Sud. Mais authentique, hein. Non, génial. Extraordinaire. Il a eu un prix, hein, le livre a eu un prix. Et donc voilà, on fait du. Bon produit. Bien, produire d'ici ou d'ailleurs, tout d'abord, bienvenue, et on se situe évidemment dans le Forum Alimentation et Culture de ces troisièmes rencontres François Rabelais, sous la présidence de Jacques Maximin, et on lui posera toutes les questions nécessaires tout à l'heure. Le thème produire d'ici ou d'ailleurs peut sembler abrupt et un brin provocateur. Peut-être penserait-on que nous voudrions opposer ici et ailleurs, alors qu'en fait, ici et ailleurs, peut-être se marient, se mêlent et sont intimement liés. En fait, notre objectif, c'est de réfléchir, de jeter les bases et peut-être quelques pistes aussi de réflexion par rapport à ces produits et savoir si on pourra, ici, déjà dans un premier temps, trouver de bons produits. Alors ici, on peut se poser des tas de questions sur ici. On peut raisonnablement se dire que ici est dans un premier temps relativement rassurant. Ici est rassurant parce qu'on le connaît, il correspond finalement à une sphère de connaissances, à des choses qui nous sont quotidiennes, qui font référence à du vécu, qui font référence aussi à des choses qui sont palpables, et c'est la raison pour laquelle on vous a distribué quelques produits. Généralement, ici a une forte connotation de proximité et de circuit court.
À partir du moment où on reconnaît cette proximité, on lui attribue souvent des critères de qualité qui sont objectifs ou subjectifs d'ailleurs, mais que l'on arrive à identifier et qui sont parfois pour le moins certifiés. Ici a d'autres vertus, ici peut aussi également être personnifié et personnalisé. Ici ce sont mes légumes, en l'occurrence là ce sont les plantes aromatiques d'Henri Bastelica, c'est mon boucher, c'est le petit vin que je connais, que j'ai su dénicher, c'est mon petit producteur. Et donc il y a une forte appartenance et appropriation des produits d'ici. Il y a une forte valorisation, en tout cas au moins personnelle, ça flatte quand même relativement l'ego, la connaissance des produits d'ici, évidemment, on est là dans une sphère beaucoup plus culturelle, on est même parfois dans des notions d'expertise et on a un sentiment de forte contribution patrimoniale au développement de la reconnaissance des produits d'ici. Tout cela, évidemment, est extrêmement valorisant. Dans la valorisation, il y a beaucoup d'autres choses, et notamment, mais il peut aussi, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien, vous me le direz, il peut y avoir des contradictions. Ces contradictions, ici, forcément, va limiter le choix d'accès aux produits, la diffusion, et on a évoqué ce matin dans les différents forums, la nécessité de circuits courts. Bon, je veux bien, mais si on fait des circuits courts, la diffusion va être locale. Peut-être que l'innovation culinaire sera réduite. En tout cas, on va se retrouver, on l'a évoqué aussi ce matin parfois, avec une tradition décalée de produits qui ne sont plus, on va dire, forcément au goût du jour. On a évoqué les racines, les scorsonnaires, on a évoqué la réponse, on pourrait parler, pourquoi pas, des cardons, de choses qui font appel souvent à nos référents de mémoire, mais qui ne sont pas forcément dans les produits d'ici, en tout cas, des produits forcément encore d'un usage très courant. Et puis, à l'ici vient se greffer l'ailleurs. Ailleurs, ça fait toujours un petit peu rêver, parce qu'ailleurs a forcément, souvent, une connotation exotique. Et dans l'exotisme, on va évidemment aller là dans des sphères plus axées sur le rêve. On va se prendre à se laisser un petit peu bercer parfois par le chant des sirènes, et on aura peut-être du mal à identifier la véritable qualité des produits, en tout cas à savoir s'ils sont bons ou à tout le moins comment les utiliser. Juste une anecdote, je vous rappelle que dans les années 70, bon, j'étais pas vieux, mais on faisait de la publicité sur la façon de découper des ananas parce qu'on n'arrivait pas à les vendre. Et ça nous semble aujourd'hui terriblement décalé. Ce produit qui était exotique il y a 30-35 ans ne l'est finalement plus beaucoup qu'aujourd'hui. On a également dans l'exotisme beaucoup d'autres choses. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec M. Bastelica. L'ailleurs nous interpelle aussi parce qu'il fait appel à des notions de délocalisation. Et là, dans la délocalisation, on peut se poser des tas de questions. Quid des populations sur place, à l'endroit où l'on a délocalisé? On pourra évoquer éventuellement, pourquoi pas, la déculturation ou la culturation de ces populations dès lors qu'on leur apporte quelque chose qui ne leur appartenait pas et qu'on le leur impose. Donc cette imposition d'un produit qui était extérieur à leur culture est souvent quelque chose de terriblement invasif. Dans tous les cas, ça obéit à un marché qui souvent échappe à ces populations locales. Et je n'hésite pas, à la fin, c'est peut-être un peu provocateur, à parler de situations totalement irrespectueuses. Parfois, on aura l'occasion d'en parler. Ailleurs, c'est aussi le concurrent. Et là, le concurrent, déjà ce matin, vous avez entendu pas mal de choses. On a entendu, par exemple, dire que les produits espagnols n'étaient pas bons. Bon, je ne sais pas, alors peut-être c'est du protectionnisme. On peut se poser des questions sur le protectionnisme. On sait à quoi cela conduit, à des pénuries. Le libéralisme, on est en plein dedans. On voit émerger des produits qui deviennent des produits souvent uniques. On peut se poser la question par rapport à un libéralisme forcené, à de la monoculture, de savoir où se situera ensuite la biodiversité et le choix que vous et que nous pourrons faire dès lors que nous voudrons accéder à de bons produits. Peut-être reste-t-il une troisième voie qui commence à émerger. Il s'agit du commerce équitable. Là aussi, peut-être c'est une piste, je ne sais pas. Vous me direz.
Ailleurs, au fait, on a évoqué l'ailleurs géographique, et nous avons avec nous un géographe. On pourra évoquer peut-être, pourquoi pas aussi, ailleurs dans le temps. Ce matin, on a parlé de produits transportés. Souvent, on oppose les produits transportés aux produits frais locaux, mais bien souvent, les produits frais de proximité ont aussi subi des traitements de conservation, de surface ou autres, ou bien ce sont des produits qui ont été modifiés. Dans la conservation, on pourra aussi se poser des questions par rapport aux qualités nutritionnelles, des choses qui ne sont pas forcément palpables et visibles, mais qui contribuent à la qualité des produits et qui peuvent peut-être nous guider dans nos choix vers le bon produit. Et puis dans le transport, il y a aussi quelque chose qui n'a pas trop été abordé ce matin, c'est la consommation déraisonnable d'énergie liée au transport de certains produits très riches en eau. Et puis, évidemment, il y a un mais, est-ce que tout cela, finalement, est bien raisonnable? Alors moi, je vous propose quelques petites pistes. Là, vous avez une tarte aux myrtilles, vous voyez, j'ai mangé ça la semaine dernière, c'était les myrtilles, hein, c'était un produit d'ici, hein, c'était vraiment de la proximité. Vous imaginez bien qu'elles ont été cueillies à une autre période. Alors évidemment, on peut se poser la question, énergie, conservation, mais en même temps, moi, c'est vrai que c'était bon, ça m'interpelle. Tiens, des litchis du Vietnam, je ne sais pas si on en fait pousser en France, je sais qu'il y a eu des tentatives hexagonales de culture de litchi, peut-être Henri Bastelica nous en parlera. En tout cas, si on n'a pas réussi à développer la culture de ce fruit, si on veut en consommer, forcément il faut l'importer. Là, vous avez de magnifiques cerises Burla du Chili. C'est disponible en ce moment, hein, vous pouvez en acheter, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un très très bon produit, 78 € le kilo. 93 à 94% d'eau et il faut à peu près 4 fois le poids en kérosène pour en apporter 1 kilo en France, c'est à peu de choses près. Hein. Donc là aussi, on peut réfléchir. Ah, des groseilles. Alors je précise, elles sont de Hollande, on ne le voit pas trop là sur l'étiquette, sur cette photo-là. Vous pouvez observer visuellement, je pense qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est beau, c'est un beau produit. Là aussi, c'est produit en ce moment. Il s'agit de fruits qui n'ont vu ni le soleil, ni la terre, et qui sont cultivés en culture hors sol en Hollande. Pourquoi pas, hein, on peut en discuter. Pour moi, c'est véritablement un produit d'ailleurs. Où se situe l'exotisme, je ne sais pas. On en parlera. Tiens, là, on n'est plus sur du produit, et pourtant, il y avait des productions. Alors, vous connaissez certainement la mer d'Aral, en 89, en 2001, pour que nous ne fassions pas trop de peine entre nous. Je n'ai pas mis de photos plus récentes. Alors, c'est vrai que la petite mer d'Aral semblerait un petit peu épargnée par des endiquements et des barrages. On peut se poser des tas de questions. Là, il y a eu une culture qui a été imposée, qui venait d'ailleurs, principalement maïs et coton. Alors, là aussi, au départ, l'environnement, certaines personnes ont applaudi des deux mains le fait de fabriquer des vêtements avec du coton plutôt qu'en synthétique, le fait de produire du maïs, finalement, c'était pas plus mal. On a détruit tout un environnement, on a saccagé purement et simplement tout un espace qui est immense, qui est très vaste. Et il y a une chose qu'on ne voit pas sur les clichés, c'est qu'on a concentré toutes sortes de produits dans l'eau, puisqu'il y a eu énormément d'évaporation, et ces produits sont disséminés un petit peu partout dans le sol, pesticides, sels de métaux lourds et autres. Tiens, là, on n'est plus du tout dans l'alimentaire. Hein. Là, il s'agit de roses du Kenya. Alors, il y a quand même une raison que je vous les montre, c'est tout simplement à cet endroit-là, il y avait une culture traditionnelle d'igname. Donc, les personnes que vous voyez ici en train de s'activer à la culture de roses destinée au marché européen et qui transitent souvent par la Hollande d'ailleurs, sont des personnes qui sont totalement sorties de leur culture, qui sont totalement déculturées et qui sont rémunérées et qui vont acheter ailleurs maintenant, ce qui permettra à leur famille de se nourrir. Bon, je sais, je fais un petit peu dans le terrible, là, je fais dans le dur. Vous avez toutes et tous entendu parler du cauchemar de Darwin, le film de Hubert Sauper. Et évidemment, là se pose la question de l'élevage intensif. On veut un produit, on l'impose, et on en impose une culture intensive. Le lac Victoria est un lieu totalement dévasté. Les populations sont dans une situation absolument abominable. Et il n'empêche que si vous allez tout de suite après cet atelier dans n'importe quel supermarché, vous arriverez à trouver de la perche sur les étals, et ce dans l'indifférence.
concurrence la plus générale et à un prix défiant toute concurrence. Tiens, on parlait ce matin de Bon propre et juste de Carlo Petrini de Slow Food. Dans son ouvrage, il fait mention à des échanges qu'il a eus avec notamment Alain Ducasse sur l'approvisionnement de certains poissons. Il mentionne également la destruction terrifiante de la mangrove, notamment en Inde ou à Madagascar, tout simplement pour réaliser des élevages de crevettes, et la famine imposée aux populations locales qui n'ont même plus de quoi se nourrir. Ça fait quand même un petit peu réfléchir. On va essayer quand même de terminer sur d'autres petites choses un peu moins terrifiantes dans l'actualité. Le Canard enchaîné du 21-2007 reprenait une publication de l'INRA. L'INRA reconnaît de manière tout à fait honnête et implicite que tous les travaux menés dans les années 80, et notamment l'ajout d'un gène permettant d'augmenter la longévité des tomates dites long life, qui résistaient allègrement 3 semaines après leur cueillette, eh bien, ces travaux-là ont conduit à de véritables abominations, et notamment parce que ces produits, après cueillette, perdent majoritairement leur qualité nutritionnelle, même s'ils conservent leur qualité visuelle et leur magnifique aspect. Une autre petite nouvelle que vous pouvez trouver, par exemple, dans le site Centre de ressources nationales en hôtellerie-restauration que j'anime, et dans l'éveil technologique de M. François Moy, qui m'a autorisé à les rendre publics. Par exemple, le Portugal annonce haut et fort que l'aquaculture va dépasser la pêche nationale dans 5 ans. Jusque-là, tout va bien. Là où je suis un petit peu inquiet, et puis on aura peut-être l'occasion d'en débattre, c'est qu'ils annoncent cette nouveauté comme étant une grande avancée en matière écologique. Ils oublient de préciser que pour produire 1 kg de poisson d'élevage, généralement, il faut en moyenne 7,2 kg à 7,4 kg d'autres poissons pêchés. Donc là aussi, on peut peut-être se poser quelques questions. Alors par rapport à toutes ces pistes, ici ou ailleurs, il va falloir choisir peut-être ou utiliser les deux. Enfin, on va en débattre ensemble. J'espère que vous êtes bien enivrés des senteurs des plantes odoriférantes de M. Henri Bastelica. Et pour en débattre avec vous, évidemment, Jacques Maximin, quand il aura fini de signer, qu'il aura son poignet un peu trop endolori, je suis sûr qu'il viendra nous rejoindre. Henri Bastelica, ici présent, qui est producteur. Gilles Fumé, maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris 4, tout à fait en bout de table. J'ai envie peut-être de poser une question directement à Henri Bastelica. Dans mon rapide exposé de présentation et de lancement du débat, il y a des tas de choses que je n'ai pas évoquées concernant la production. Mais par exemple, vous, en tant que producteur, M. Bastelica, est-ce que vous êtes libre de l'ensemble des choix de votre production? Est-ce que vous pouvez choisir tel ou tel produit, telle ou telle semence, telle ou telle façon de procéder dans la culture des produits que vous mettez en œuvre? Oui, alors là, on rentre dans le vif du sujet, un sujet un petit peu épineux, parce que un producteur ne va pas avoir le regard, évidemment, parce qu'il sait les problèmes auxquels il doit s'affronter. Il ne va pas avoir le même regard que le consommateur qui, lui, considère le produit fini et va en fait en consommer une image symbolique, une image culturelle, et disons une image qui est amputée en fait de tout ce qu'il y a de underground concernant la production. Alors, sans être polémique et sans vouloir ériger une posture antagonique par rapport à d'autres sphères de la filière, il est toujours, en tout cas, oblitéré le fait que la production est au bas de l'échelle. Et loin de moi d'être, je ne suis pas syndicaliste, je suis un producteur qui s'est construit, qui ne vient pas du tout du milieu agricole non plus, et qui a toujours eu une position en marge, je dirais, et commercialement, et je dirais culturellement. Je suis un greffé, puisque quand même je vais vous dire 2-3 mots avant de répondre à Serge, que issu en fait d'une parcours universitaire, on a fait partie de ces néo-euros de 1970-1980,
1980, qui sont reparties à la campagne parce qu'effectivement, elle était douée des vertus les plus extraordinaires qui permettaient justement d'enfoncer ce que la ville n'avait pas été capable de nous offrir à cette époque. C'était l'époque de 68 et avant. Donc on a découvert l'agriculture, on est tombé dedans dans le sillon sans moyens, mais avec beaucoup d'illusions. Et nous avons découvert l'envers du décor, qui n'était pas forcément ce que l'on espérait évidemment avant. Alors, pourquoi je dis sans polémique, etc. Parce qu'effectivement, la production est entre l'enclume et le marteau. Elle est entre l'enclume et le marteau sans pouvoir avoir de possibilité d'expliquer, de décrire à ceux qui vont consommer les produits finis les enjeux, les contraintes qui sont de tous les jours. Alors, pour pouvoir justement vous éclairer, je vais vous faire un petit topo d'histoire rapide sur ce qu'a été, pas la vie de X ou de Y, pas des considérations sociologiques qui sont sans doute extrêmement précises et puissantes dans l'étude des évolutions du monde et de ses caractéristiques, mais dans ma vie, tout simplement. Issu donc de l'université, je me jette dans l'agriculture biologique parce que tout simplement, c'était donc dans les années 75, parce que tout simplement mon épouse est malade, et étant malade assez gravement d'un point de vue quotidien, il faut prendre des décisions. Ces décisions ont été de effectivement rompre avec le cycle de la ville dans lequel on était totalement inséré et dans lequel effectivement je faisais partie de cet étudiant qui travaillait le jour pour pouvoir suivre les cours quand il pouvait, etc., et passer ses examens. Donc il se trouve que mon épouse étant malade, on a coupé sur les conseils de différents médecins, on a coupé avec la ville et on s'est replié, puis on a commencé un petit jardin. Et puis, bon, c'est clair que quand on a engagé d'une réflexion, cette réflexion va s'investir de tous les côtés dans notre vie quotidienne, et le problème agronomique, évidemment, est venu en plein front à partir du moment où on va à la campagne et qu'on fait un jardin. Eh bien, si on ne sait rien, et je ne savais même pas ce que c'était qu'un radis, il est certain qu'on n'a pas 36 solutions, on demande aux voisins, puis on s'aperçoit que les voisins sont en train de péricliter parce qu'ils ne savent plus faire. On regarde dans les livres, effectivement les livres c'est le résultat de la mémoire, et effectivement dans la mémoire il y a tout simplement le futur. Et ça a été notre futur. Nous avons étudié l'agronomie, etc. et on s'est intéressé justement à ce que l'on pouvait réellement faire concrètement sur le terrain. Et puis petit à petit on a évolué en participant à différentes organisations qui étaient au départ très balbutiantes et qui ont eu des obstacles, je dirais, pas insurmontables parce qu'ils ont été insurmontés pour partie, mais tout simplement la lenteur, la société de l'époque, le recul d'un regard visionnaire qui était aussi utopique quelque part, et donc une multitude d'aspects qui ont fait que, tout simplement, notre génération, après avoir fait, par militantisme sans doute aussi, par espérance et par donc désir d'utopie, fait des groupes pour pouvoir trouver des solutions dans l'agriculture biologique, trouver des solutions dans l'alimentation, trouver des solutions dans la diversité variétale, et en fait, on est des survivants. Voilà, tel que vous me voyez, je fais partie de cette génération qui a sombré littéralement sous le travail, je le dis très clairement, sous le travail, et sans être ancien combattant, bien entendu, sous le travail, sous les impossibilités d'explication, sur l'éloignement des préoccupations de chacun, etc. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que, après avoir travaillé pendant donc une vingtaine d'années dans l'agriculture biologique pure et dure, et voyant qu'on ne pouvait pas arriver à faire simplement une viabilité économique qui permettait à la famille de pouvoir assurer sa pérennité, eh bien on a été obligé de faire des compromis, bien entendu, ce qui a été appelé compromis pour certains, et on a monté une autre structure qui, elle, était en agriculture conventionnelle. Et cette agriculture conventionnelle, c'est ce qui est dit agriculture conventionnelle, on appliquait les résultats des recherches et des travaux que l'on avait fait, parce qu'on a continué à travailler, bien entendu, si vous voulez, rapidement pour vous donner, donc dans les années 80, c'est des collaborations avec certaines stations de l'INRA pour pouvoir mettre au point certains éléments, en particulier ce qu'on a appelé après la lutte biologique intégrée, lutte biologique qui a permis justement de se passer d'une grande partie des pesticides qui peuplent votre assiette en permanence, dans tous les cas, il faut être clair, il faut appeler un chat un chat,
et dont on essaye, et l'ensemble de la profession le fait, essaye de limiter justement la présence par des techniques culturelles, l'amélioration des connaissances, etc. Donc le résultat, c'est qu'on a monté une entreprise qui était bicéphale, et d'un côté, il y a une culture biologique qui produit donc avec un flux régulier une production qui n'est d'ailleurs pas toujours reconnue en biologie parce qu'elle est reconnue du point de vue du label, elle est reconnue du point de vue de la filière, mais elle n'est pas commercialement toujours commercialisable. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de quantité, elle est trop aléatoire, elle a des problèmes techniques, elle a une visibilité au niveau du produit qui est délicate parce qu'effectivement, le produit bio, s'il est vraiment bio, ben, il doit de toute façon s'affronter aux aléas climatiques, et à part qui dit aléas climatiques, dit perte, éloignement du standard commercialisable. Donc il est évident que cette possibilité que l'on avait de pouvoir développer techniquement, puisqu'on était fort d'un savoir-faire qu'on a structuré pendant des années, et notre collaboration avec justement les différentes personnes qui étaient impliquées dans les centres de recherche a été extrêmement fructueuse, puisqu'on est arrivé à mettre au point des techniques qui étaient très performantes. Si vous voulez, on a collaboré avec le GRAB, par exemple, le groupe de recherche en agriculture biologique, qui était basé à l'époque à Cucuron. On travaillait sur des secteurs qui permettaient justement de mettre au point immédiatement une absence de traitement, et surtout de désherbant d'ailleurs. Et petit à petit, bon, malgré tout, il a bien fallu faire la part des choses et reconnaître que si on ne voulait pas mourir, je le dis très clairement, si on ne voulait pas mourir, eh bien il fallait pouvoir faire une production qui permette, au moment où on avait des aléas très, très dangereux, très dramatiques, qui nous ablationnaient totalement notre production biologique, eh bien pouvoir assurer la survie et donc assurer le lendemain, très simplement, je veux dire. C'est pas, si vous voulez, faire un planning de progression comme font les grosses sociétés avec une gestion à terme, etc., ou des investissements planifiés. Non, simplement assurer le lendemain. Bon. De notre génération, il reste très peu de gens. Pour tout simplement la raison que je vous expliquais, c'est qu'ils sont morts, ou des problèmes familiaux, vu la dureté de la situation de la vie, etc., etc. Nous avons pu faire un compromis qui nous a permis de garder nos forces. Voilà. L'objectif, si vous voulez, il était de deux sortes. Premièrement, maintenir l'expérimentation. Deuxièmement, assurer le futur. Et nous appliquons dans la culture non biologique, celle qui n'a pas le label, parce qu'elle ne peut pas prétendre avoir le label, même si, par ailleurs, dans la technique, on applique énormément de savoir-faire de l'agriculture biologique, et où en particulier, sur notre exploitation, où on a quand même un hectare et demi de serre, ce qui est quand même assez important, on applique de manière systématique la lutte biologique intégrée, ce qui, maintenant c'est au titre des résultats, nous permet d'arriver à une absence totale de produits désherbants sur l'entreprise. Deuxièmement, une absence de produits en grande partie, je ne parle pas de partie biologique, puisque vous savez comme moi que l'agriculture biologique ne peut pas utiliser de désherbants dans tous les cas, ne peut pas utiliser de produits phytosanitaires hors molécules simples dans tous les cas, et ne peut pas utiliser de produits insecticides hors des produits à base de produits végétaux, et donc, ou animaux, par la lutte microbiologique. Donc, je ne parle là que de la partie conventionnelle. Donc, dans cette partie conventionnelle où on est arrivé à appliquer tout un tas de techniques qui nous permettent effectivement de la maintenir exempte de ce type de pollution. De là, on est arrivé à comment on a pu faire ça. Parce que si effectivement on fait partie des rares qui y sont parvenus, ben c'est parce que donc on a fait ce type de compromis, mais aussi parce que techniquement, on a voulu toujours aller de l'avant. On n'était pas passéiste, on n'a pas regardé derrière nous seulement. On a dit le futur est forcément bâti sur le passé, donc regardons ce que nos anciens font et nous pourrons élaborer avec justement les recherches que l'on peut faire et les recherches que d'autres, d'innombrables font, partout, dans tout le monde entier, eh bien on arrivera peut-être à une certaine efficacité. Mais le deuxième aspect, c'est qu'on ne pouvait le faire qu'en maintenant une commercialisation qui était originale. On ne pouvait pas insérer notre production qui ne pouvait pas être reconnue à l'intérieur de la production générale. On était obligé de la spécifier. Et pour la spécifier, bien, il fallait qu'on vise des niches. Et ces niches, ce sont les niches qui pouvaient absorber notre production. Et là, c'est une niche qui était tout à fait indiquée, c'est la niche de la restauration, qui a toujours été à l'écoute, qui a toujours été ouverte aux interrogations que l'on mène et aux problèmes auxquels on s'est heurté très souvent, et ensuite, bon, surtout à la diversité variétale et à la qualité des produits que l'on peut lui proposer. Et c'est grâce, effectivement, à nos flux par rapport à la restauration en particulier que l'on a pu, et c'est bien triste pour moi, mais c'est grâce à ça qu'on a pu
maintenir cette production et la développer au point qu'aujourd'hui, eh bien, l'entreprise a créé effectivement un nombre d'emplois assez considérable, puisque pour l'agriculture, il y a une vingtaine de personnes d'employés. Et nous avons donc 4 ou 5 hectares de production spécifique en pommes sur des variétés très particulières. Nous avons 5 hectares de production intensive, je dirais, en conventionnel, et nous avons un petit peu plus en agriculture biologique, de manière tout à fait séparée, puisque vous savez que pour l'agriculture biologique, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, parce que c'est un point très important à savoir, c'est que la notion de label telle qu'elle est retenue en France est liée indissolublement à la notion de terre. Et là, on va revenir donc à la notion de terroir. Parce qu'effectivement, une terre qui produit en bio ne peut pas produire en conventionnel et inversement. Elle est agrafée, si vous voulez, au concept. Voilà. Alors, face à ce qui est... face à, si vous voulez, au monde dans lequel les producteurs ne se retrouvent pas, parce qu'il y a un caractère qui est très important. Je ne parle pas pour moi parce que j'ai été, par mes origines, ouvert sur le monde en permanence, mais beaucoup de confrères sont ghettoisés. Ils vivent sur eux-mêmes et ils ne peuvent pas voir l'évolution du monde et les conséquences de l'évolution du monde. Ce qui fait qu'ils ont dû déléguer, pour pouvoir survivre, ils ont dû déléguer à d'autres le soin d'intervenir au niveau social, etc., à tous les niveaux d'ailleurs, pour pouvoir faire. Et donc ils sont devenus totalement dépendants, puisqu'ils sont dépendants du marché général, alors que nous, en faisant justement une recherche des niches spécifiques, on a pu se maintenir en vie. Et ne croyez pas que ce que je vous dise, ça soit un caractère catastrophiste. C'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de producteurs qui vivent très bien. Mais bon, c'est sûr que peut-être aussi les interrogations sur leur production ne vont pas très loin, en ce sens qu'effectivement, bon, ben, ils se contentent par désespoir aussi d'assurer le lendemain. Voilà. Henri, merci. Voilà. Moi, je me réjouis de ce que vous avez dit, Henri, d'autant plus que vous avez mentionné le fait que les restaurateurs ont largement contribué à pouvoir faire émerger ce que vous produisez, et donc ils contribuent quelque part à un maintien, en tout cas une sauvegarde de la biodiversité. Jacques Maximin est là à mes côtés. Jacques, nous nous sommes connus dans les années 80. J'étais chez Roger Verger, votre collègue, et à cette époque-là, je me souviens, on avait dans la région Cannes, Nice, Mandelieu, on avait beaucoup de petits producteurs, on avait des choses merveilleuses, on avait le père Schmitt qui venait avec ses petites fraises des bois, on avait des courgettes fleurs, on avait des courgettes trompettes, il y avait au moins 10-12 variétés différentes de produits. J'insiste sur le fait du rôle du cuisinier parce que ces produits n'étaient pas forcément exempts de défauts d'aspect, mais quand même, Monsieur Maximin, on savait trier, on savait éplucher. Pouvez-vous nous dire comment vous avez vécu la mutation de la Côte d'Azur, puisque avec le bétonnage forcené et puis la promotion immobilière, je sais que beaucoup de producteurs ne sont plus là. Vous avez réussi à continuer à produire votre cuisine, puisque la culture culinaire que vous avez souvent développée en privilégiant le produit est indissociablement liée à la nature même de ces produits qui étaient des produits à forte identité locale pour la plupart. Comment avez-vous réussi à continuer à maintenir votre cuisine, à continuer à être créatif, inventif et à continuer à être le fer de lance de la gastronomie française que vous êtes toujours aujourd'hui et que vous avez toujours été? Alors, mesdames, messieurs, bonjour. D'abord, je m'excuse d'être arrivé en retard parce que je me suis retrouvé avec mon copain Quentin, là, à la chambre de commerce, donc mal aiguillé. Alors, naturellement, j'ai écouté avec beaucoup d'attention mon collègue à côté, là, avec passion et beaucoup d'admiration d'ailleurs. Beaucoup d'admiration parce que ce genre de personnage, je l'ai connu, j'ai connu de façon similaire sur Nice dans les années 70. Et à l'époque, il y a un journal qui s'appelle, pour ceux qui connaissent peut-être, ou c'est comment ça s'appelle Henri. Vous connaissez peut-être un journal
journal, je ne sais pas s'il existe encore d'ailleurs, qui s'appelle La Vie agricole. Qui fait dans le milieu rural un gros tirage. Et à l'époque, en 78, je venais de prendre mes cuisines du Negresco, donc j'étais relativement jeune pour arriver comme chef de cuisine dans un palace qui voulait faire quelque chose. Donc j'étais à l'affût surtout de ce qui ne se faisait pas. Et ma première démarche, ça a été de chercher les petits producteurs avec lesquels je passais un espèce de pacte de confidentialité en disant que je voulais bien travailler avec lui à condition qu'il ne donne pas au voisin. Et c'était une manière d'un peu de les... Parce que aujourd'hui c'est un peu terminé, mais c'était un peu ça, c'est-à-dire que on voulait bien faire travailler le paysan à condition que la production soit réservée. C'était l'histoire que tu m'as dit des fraises des bois qui étaient faites, produites par Schmitt et qui à part Roger Verger, il est donné au produit. Et alors, à cette époque-là, j'ai souvenir d'avoir déclaré dans La Vie agricole, j'étais tout jeune, mais déjà, enfin, j'étais beaucoup plus virulente maintenant, c'est clair. J'avais déclaré, et le gars me dit, mais c'est quoi le devenir, dans les années 78, c'est quoi le devenir pour votre métier? Je dis, moi, d'abord, je ne suis pas prophète, mais en tous les cas, de façon culinaire, je lui avais répondu, vous savez, moi, tant que je pourrais cueillir mes tomates à côté de l'aéroport de Nice, ça m'ira bien. Et puis, 30 ans après, je me aperçois que sur la place de Nice, ces mêmes tomates, maintenant, il faut que je fasse 50 km au pied de Saint-Martin-du-Var, je ne sais pas si vous connaissez, pour voir un embryon de culture de production dite locale, qui ne suffit pas naturellement à alimenter la restauration azuréenne, à peine local, village. Alors, de tout ça, puisqu'on est là pour parler du bon produit, moi je le déplore et je l'ai vécu, je le vis au quotidien sur la Côte d'Azur, où je voulais pas naturellement reprendre ce que notre copain vient de dire, qui est extraordinaire. Moi je voulais dénoncer beaucoup de choses, c'est-à-dire quand on parle du bon produit, il faut parler de la terre. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait, vous savez que dans la carrière d'un cuisinier, s'il y a quelques cuisiniers ici, souvent, il n'y en a pas? Ah bon. Il y a des cuisiniers là? Souvent, on retiendra de Trois-Gros qui a fait le saumon à l'oseille, on retiendra de Bocuse qui a fait le loup en croûte, Tartampion, enfin, chacun a fait, s'est identifié avec une recette, pas deux, une, qui a fait le tour du monde et qui font le nom de chacun de ces cuisiniers. Et alors, moi, ça tournait autour d'un truc absolument fou, d'une courgette à la fleur. Alors, je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est significative. À la fois, elle est personnelle, impersonnelle, mais il faut quand même la dénoncer pour savoir que les gens sont toujours pas très informés sur l'origine du produit. Sur le marché niçois, on a pour habitude de faire des beignets de fleurs de courgette. Donc, la fleur de courgette mâle. Et ensuite, vous avez la courgette femelle qui a la fleur et le corps attenant. Donc, en pays niçois, de tout temps
on faisait les beignets de fleurs de courgette avec la fleur mâle. Et un jour, je rencontre sur le cours Salaya, le marché principal de l'époque, plein centre vieille ville, un paysan qui s'appelait Monsieur Oda, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Il y a une petite cagette de courgettes comme ceci. La fleur et le corps attenant. Ah, donc c'était une première, c'était une découverte, parce qu'il faut savoir que donc on employait la fleur mâle pour les beignets, mais cette fleur femelle, on laissait pousser donc le corps de la courgette, la fleur était insignifiante, on laissait pousser la courgette qui venait jusqu'à 1 kg, 500 grammes, pour faire des gratins ou des beignets. Bref. Et moi je lui dis, voilà, ça, ce produit-là m'intéresse. Ah, il me dit, je dis, mais ça m'intéresse de cette longueur, c'est-à-dire la fleur ouverte, donc cueillie le matin, hein, à la rosée, et surtout le corps attenant qui fasse pas plus que 8-9 cm. Alors comment faire? Donc ça, on est allé voir l'INRA à Antibes, et on a essayé de faire une sélection de graines plantées pour arriver à avoir cette espèce de courgette naine, mais absolument identique. Donc ça a pris beaucoup de temps. Mais comme on était pressé dans la réussite, parce que cette recette, parce qu'il faut que je vous dise aussi que, bon, j'avais naturellement acheté la cagette, j'avais fait la recette, et puis comme je voulais, que j'y croyais, mais sauf que ces petites courgettes-là, avant qu'elles grossissent, les cueillais. Bon, il n'y en avait plus, il n'y avait pas assez. Alors après, je prenais les grosses courgettes comme ça, avec la fleur, tu vois, comme ça, et je l'amputais de ça, je faisais autre chose, puis je les tournais, bon, pour arriver à avoir un espèce d'équilibre, comme celle que j'avais découvert. Alors, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, on va trouver quelque chose. Alors, pour faire court, 1 an après, l'INRA n'est pas arrivé à sélectionner la graine de courgette dite de Nice. Et le paradoxe, c'est que, inavouable d'ailleurs, mais avoué aujourd'hui, c'est que cette graine venait de Los Angeles, d'un grainetier américain qui nous a sélectionné cette courgette fleur, qui avait toujours la même taille, la même forme, la même dimension, le même poids, la même fleur. Nous avons planté ça en serre, produit à l'échelon naturellement, tu vois, semi-industriel, et nous avons moi d'ailleurs j'ai développé mon travail à travers cette courgette fleur, où j'avais au niveau des médias développé le produit de base de l'alimentation niçoise, c'est-à-dire la courgette, et je l'avais anobli avec les truffes. Tu vois ce que je veux dire? Courgette à la fleur et aux truffes, ça s'appelait. Donc cette recette a fait le tour du monde, et le jour où je l'ai abandonnée, c'est parce qu'elle avait envahi le monde, justement. Alors, c'est pour vous, simplement pour faire l'histoire d'un produit dont on peut penser, naturellement, c'est un bon produit. Souvent et très souvent, on n'en a pas connaissance suffisante de son origine. Et à savoir que cette courgette fleur, dite de Nice, la graine venait de Californie. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le reste, c'est à suivre. C'est-à-dire que tout, absolument tout, au niveau des légumes, parce que je vois que là j'ai un gaillard à côté de moi qui connaît, je suis profondément choqué quand je regarde les transitions sur les marchés d'intérêts nationaux, de caisses de carottes, par exemple, de Nantes, qui par le simple fait de transiter par Château-Renard, erraient
étiquetées pour des carottes de Provence et qui arrivent sur le carreau à Nice. Et cette pratique-là, je vous demande à vous tous de la dénoncer si vous en avez les pouvoirs, à lui, à vous tous, parce que c'est inadmissible. Et si on veut que le bon produit, parce que c'est quand même le thème de ce forum, persiste et encourager des gens comme ce monsieur, il faut absolument ne pas fermer les yeux sur ces pratiques qui sont insupportables, inacceptables. Et ça, je le vois au demeurant tous les jours. Tout à l'heure, j'ai déjeuné avec le patron de métro, alors, patron France Métro, 86 métros en France, 1100 milliards de chiffre d'affaires d'euros, quand même un gros morceau. Et justement, je vais en parler. Et il a été sensible aussi. Pas un appel, au demeurant, c'est pas un appel, c'est une pratique de tromperie. Moi, je ne fais pas de la délation, mais si je suis plutôt un cuisinier qui a parcouru sa vie et traversé toutes ces décennies de cuisine, de 46 ans de cuisine, avec un excellent compagnon qui était celui du bon produit. C'est pour ça que j'y suis arrivé. Et alors, je voudrais vous encourager tous à être vigilants, à encourager des gens comme ce monsieur, notre ami là, et puis ne pas avoir peur à dénoncer des pratiques qui ne sont pas logiques, si on veut que les petits paysans subsistent, arrivent à vivre, sortent la tête de l'eau, et qu'enfin, et surtout, que les générations à venir puissent faire la différence. Ce n'est pas une génération de ketchup, vous comprenez? Moi, j'ai un fils, il a 29 ans, il ne fait pas le même métier. Si vous voulez, j'ai eu de la chance, parce qu'il faut aussi parler du mouvement social, j'ai eu de la chance de le nourrir, non pas avec des petits pots, mais avec une cuisine de famille, qui se fait de moins en moins actuellement. C'est pour ça que maintenant, quand on parle, s'il y a un malaise dans la gastronomie française, en mal de reconnaissance, en mal de produits, c'est aussi une question d'éducation de chacun, parce que les gens n'ont plus le temps, ça coûte cher, ça fait chier, faut rentrer, il faut préparer, donc on prend plus le temps. Alors on ne prend plus le temps, la pomme elle est belle, elle est ronde, elle brille, elle a été trempée dans la cire, ça nous convient très bien. Celle-là elle est biscornue, elle est moins belle, mais elle est meilleure, elle coûte plus cher, mais on n'en prend pas. Bon, alors voilà, donc tout ça c'est une question d'éducation. Je ne sais pas, à la vérité, vraiment comment il faut s'y prendre. En tous les cas, ce n'est pas de façon esselée qu'on va réussir. Et il faut qu'on s'y mette tous, c'est-à-dire vous tous, que vous soyez vigilants. Vous savez, si demain, vous mettez la main au porte-monnaie et que vous passez dans la tête de la gondole dans le supermarché avec les pommes qui sont bien brillantes, d'accord, mais qui seront certes moins bonnes que celles de mon copain, toutes biscornues, si c'est vous qui allez faire la différence, voilà, c'est ça le bon produit. Allez, je laisse la parole un peu. Merci Jacques-Maximin. Alors, on l'a bien compris, vous avez un attachement profond au bon produit et vous avez évoqué à travers une anecdote, finalement, le mélange que vous avez subi à votre insu finalement au départ, mais y avait-il une autre solution entre l'ici, typiquement niçois, avec la fabuleuse courgette fleur, et l'ailleurs, puisque la graine finalement de cette courgette venait d'ailleurs. Alors nous avons avec nous Gilles Fumet, qui est géographe. Gilles va peut-être prendre la balle au bon pour nous expliquer certainement le pourquoi ce mélange à la fois des produits, les origines, les impacts et les influences sur les populations et sur aussi les pratiques gastronomiques, parce que j'imagine qu'il y a quand même un lien, et c'est heureux Jacques-Maximin, il y a un lien entre les produits, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, et les pratiques gastronomiques et culinaires. Oui, merci. Alors moi, je dois vous dire que je n'ai pas préparé ce que j'avais à dire parce que je voulais évidemment me faire un peu le commentateur de ce que j'entendrais.
Donc, si vous voulez, c'est vrai que bon, pour nous, la question du près et du lointain en géographie, c'est quelque chose qui nous intéresse. C'est même notre métier de savoir pourquoi finalement ce qui est près est mieux que ce qui est loin, et que dans ce que vous dites de la Californie par rapport à la serre niçoise, bon, il y a un jugement de valeur quelque part. Je pense qu'il faut que nous comprenions que les êtres humains, si vous voulez, nous sommes fabriqués par... nous fabriquons notre espace, c'est-à-dire que nous pouvons nous déplacer, nous pouvons choisir d'être sédentaires ou d'être nomades, de vivre loin ou près, mais l'espace nous fabrique. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne peut-être dans ce qui a été dit. Je pense que, par exemple, ce qu'a dit Henri tout à l'heure à propos de la manière dont, à travers son histoire personnelle, il a compris qu'il pouvait tirer parti de l'espace dans lequel il était, tient au fait que je pense que, bon, il n'avait pas le choix, hein, visiblement il y avait un problème de contrainte, mais qu'il a su donner du sens à cette contrainte-là, qui était qu'il devait être là parce que sa famille l'obligeait en quelque sorte à être là, et donc il a dû tirer parti de l'espace. Alors, ce qu'il faudrait savoir, si vous voulez, c'est que comment l'espace nous fabrique, eh bien, il faut savoir qu'en gros, c'est comme ça, en tout cas, qu'on pense un peu les choses pour l'instant. Je pense qu'on peut évoluer. Mais qu'en gros, nous avons 4 types de distances. Nous fabriquons dans notre tête 4 types de distances. Nous avons la première qui est une distance intime, qui va du contact jusqu'à environ 4 cm et demi, qui est donc la distance, je dirais, vraiment très très proche. Vraiment des gens qu'on offre à un nombre très restreint de personnes. Moi, je vais même, vis-à-vis de mes étudiants, jusqu'à dire que c'est 45 cm, c'est en gros jusqu'à la distance à laquelle vous supportez la mauvaise haleine de quelqu'un. Vous voyez ? À partir du moment où vous entrez, les Américains ont bien travaillé là-dessus, vous entrez dans une mauvaise haleine, bon, il y a une barrière qui se fait, soit vous êtes obligé vous êtes contraint parce que, par exemple, vous êtes dans le métro, quelqu'un vous parle, vous ne pouvez pas vous reculer. Bon, vous êtes dans une forme d'intimité contrainte, et là, alors que vous n'êtes pas dans une relation d'intimité, donc c'est une dimension, c'est une distance qui est très particulière. Vous avez la deuxième, qui est la distance personnelle, qui va environ de 4 cm et demi à 2 mètres en gros, qui est celle de la salutation, qui est celle qu'on a dans les transports en commun, qu'on a à table. Distance personnelle, par exemple, qui font que quand vous êtes à table, bon, soit vous êtes avec des gens que vous avez choisis, donc la distance personnelle, vous l'avez construite, vous l'intégrez à travers le repas, et le meilleur exemple, c'est deux amoureux à table qui se regardent l'un à l'autre. Ils se mangent autant qu'ils mangent, hein, parce qu'on sont à moins d'1,50 m, 2 mètres. Et donc, ils se regardent dans les yeux, d'ailleurs, ils partagent des choses, souvent, ils se font goûter, vous voyez, ils se disent même des choses, je te mangerai, hein, ils avalent autant qu'ils recrachent des paroles, si on peut dire, et donc, on est là dans une distance personnelle qui est celle dans laquelle on autorise un certain nombre de gens à entrer, mais il faut, au départ, des salutations, bon, ça, c'est une distance... qui est très différente selon les régions du monde. Les Russes, par exemple, acceptent de s'embrasser sur la bouche, hein, puisque la salutation en Russie, c'est facilement le baiser sur la bouche. Donc, vous voyez, là, de mélanger un peu les choses, alors que chez nous, évidemment, et puis au Japon, la distance personnelle, elle est marquée par aucun contact. Hein. Vous avez ensuite la distance sociale, qui est celle qui va en gros jusqu'à 4 mètres, c'est-à-dire donc aux 3-4 premiers rangs de la salle, hein, qui est une distance qui est celle du curé dans une église. Tout à l'heure, on se demandait si on allait faire descendre les jeunes, là, vous voyez, qui étaient là-bas au fond. Et puis on s'est dit non, parce qu'en fait, ils ont choisi d'être au fond, vous voyez, parce que c'est une distance publique, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir discuter entre eux si jamais ça ne les intéresse pas, peut-être sortir même. Mais, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que chacun construit son espace. Vous avez remarqué, par exemple, que dans les salles de cinéma, si vous êtes les premiers à entrer,
vous vous installez devant l'écran. Je ne vous recommande pas ces places parce que c'est les sièges qui sont les plus défoncés. Et puis vous avez ceux qui sont angoissés, ceux qui ont envie d'aller aux toilettes, ceux qui ont envie, plutôt qu'on peur des incendies, du noir, de ce que veut, qui se mettent sur le bord. Et puis après, il y a tous les autres, ceux qui ont chaud, froid, enfin bon, ceux qui veulent se cacher. Mais vous voyez que chacun va construire sa distance. Et toutes ces coquilles-là, si vous voulez, ce sont des choses que l'on intègre soi-même dans les raisonnements que l'on fait lorsqu'on a à juger, à qualifier l'origine des gens, des lieux, des produits que l'on manipule. Et en particulier, donc, quand on est à table, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on mange, lorsqu'on ne sait pas d'où ça vient, lorsqu'on cherche à savoir d'où ça vient, une des qualités, c'est de dire c'est prêt. Et c'est prêt, pourquoi? Parce que dire c'est prêt, c'est apporter une qualité essentielle, parce qu'on est justement dans ce système d'emboîtement des distances, hein, voyez, avec des bulles, hein, chacun a sa propre bulle, des bulles qui font que donc on va pouvoir intégrer à son espace personnel le temps d'un repas quelque chose, mais dont on connaît le point de départ. Hein. Ça, je crois que c'est quelque chose d'un peu, je dirais, récurrent, qui va faire que, selon les circonstances, hein, on va se créer des distances différemment et on va donner du sens différemment. Alors, l'autre chose, parce que là, on a affaire à des méridionaux, et à ma droite, et Henri, autant que Jacques, sont sensibles à cette question-là. Et je pense qu'il faut qu'on sache que chaque société, chaque culture fabrique un cadre spatial qui est très différent. Vous avez, par exemple, toutes les sociétés latines, en général, qui construisent des cadres personnels ou sociaux ou publics qui sont des cadres de contact. Par exemple, vous avez remarqué que dans les villes méditerranéennes, il y a un lieu qui est particulièrement privilégié, c'est la place. La plaza, sur laquelle on met un peu de choses. La place, le café. Le café est un endroit dans le monde méditerranéen où on se retrouve facilement, à toutes générations différentes, pour être ensemble. Dans le monde anglo-saxon, et ça ne tient pas au climat, hein, c'est vraiment complètement autre chose, c'est une autre culture, on va créer des cadres spatiaux qui vont développer plutôt la différence. Vous avez remarqué par exemple que dans une gare, quand vous avez besoin d'attendre dans une salle d'attente, vous pouvez être assis à côté de quelqu'un, vraiment alors là dans la proximité personnelle, et l'ignorer, ou ne pas être concerné par sa présence. D'accord? Parce que, et d'ailleurs le siège souvent est un siège individuel. Parce qu'on est dans un concept qui a été construit justement pour que les gens soient tranquilles, isolés dans leur bulle. Dans la ville américaine, par exemple, il n'y a pas de place, mais il y a des grandes avenues. Haussmann, à Paris, a créé des grandes avenues pour que la bourgeoisie du 19e siècle, sous les platanes, voyez, regarde les façades des immeubles pour lesquels elle avait investi. Voyez, mais il n'y avait pas de rencontre. Chacun se croisait du regard. D'accord? Donc là, on est dans une société qui est radicalement différente. Et dans le monde, comme ça, on peut repérer un certain nombre de choses. Donc, je dis ça parce que c'est pas un hasard que ici, donc, on est deux personnes issues d'un monde plutôt méditerranéen, plutôt qui favorise le contact, plutôt qui valorise la proximité, qui peut, par exemple, taper plus facilement sur l'épaule, qui peut inviter plus facilement pour rien. Hein, on sort le pastis pour un permis de conduire, ce qui paraît absolument impensable en Hollande. Voyez, donc, on va être dans des cultures qui sont radicalement différentes, et je pense que peut-être la France est de ce point de vue-là, un pays qui a pu peut-être créer un bon produit, une forme de bon produit, parce que dans le bonbon, il y a le même qualificatif que ce que vous dites de vos amis, ce que vous dites de vos parents, ce que vous dites de vos enfants, ce que vous dites de le bon, c'est quand même d'abord un thème, un qualificatif qui touche tout ce qui est humain. Donc on va en quelque sorte faire passer des sentiments sur quelque chose qui n'est pas neutre, parce que quand même ce qu'on avale, c'est pareil, c'est quelque chose de très important, parce que c'est le monde qui entre en soi. J'accepte à la limite que la nature puisse me nourrir, mais en ayant des garanties. D'accord? Hein, cette idée qui voudrait que tout ce qui est naturel est bon,
est absolument fausse, puisque si je vous invite ce soir à manger des champignons, j'ai jamais cueilli ces champignons-là, mais je pense qu'ils doivent être bons. Donc je vous invite, on va les manger ensemble. Vous voyez, donc tout de suite, il y en a qui vont avoir un train à prendre, qui vont trouver que je n'aurai pas beaucoup d'appétit, etc. Donc en fait, on voit bien que il y a différentes manières de traiter vous voyez, l'aspect naturel, mais n'empêche que quand même, ce qu'on mange est investi de quelque chose qui est, je dirais, qualifié par du sentiment. Un bon produit, je rappelle que bon, c'est un terme qui s'oppose à mauvais. Donc c'est vraiment, on est dans la dichotomie bien et mal, on est dans quelque chose qui est moral. Moral. Ça, je pense que c'est... Voilà. Et donc, peut-être, dans l'appel qu'a fait Jacques à propos de la responsabilité que nous avons consommateurs, on peut se souvenir que, justement, toutes les civilisations ne se valent pas, et que si Métro, dont on a parlé, et dit beaucoup de mal, et je confirme tout à fait ce que vous voulez dire, parce que Métro, par exemple, cherche à installer un marché de gros dans la ville de Paris, et qu'il y a eu des instances de concertation qui ont expliqué que dans Paris, on n'avait pas besoin de marché de gros et qu'il ne fallait absolument pas faire transiter des camions là où, justement, on avait expulsé les halles à l'extérieur, justement, pour éviter tout ça. Bon, je pense, en graissant la patte à droite et à gauche, on réussit, normalement, si c'est confirmé par le Conseil d'État, à s'installer dans Paris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans un pays, dans une civilisation où ce qui prime pour nous, c'est l'espace. Les Américains, par exemple, ne peuvent pas penser terroir, ne peuvent pas penser, parce que les Américains gaspillent d'espace. Ce sont des gens qui ont trouvé un pays vide, d'accord, et pour eux, ils ont conquis l'espace avec les trains, avec les voitures, et donc pour eux, l'espace n'a pas de sens. En revanche, ils sont obsédés par le temps. Si vous êtes en retard avec un Américain, vous êtes vraiment très grossier, et vous risquez de perdre votre contrat. Alors qu'évidemment, le temps en Méditerranée, c'est quand même quelque chose qui d'abord se passe. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que notre responsabilité, c'est peut-être aussi de valoriser ce lien-là. Et ce n'est pas un hasard qu'on a parlé ce matin de slow food. Mais Petrini est un Italien qui, de ce point de vue-là, complètement dans cette culture, de dire, eh bien, nous valorisons l'espace et une certaine forme de distance, dont nous estimons que lorsqu'elle est personnelle, lorsqu'elle est sociale, lorsqu'elle est étroite, eh bien, elle correspond finalement à ce qui nous permet de la qualifier de bonne. Voilà, ce que je voulais dire un peu là-dessus. Après, bon, je pourrais réagir un peu là-dessus parce que je pense qu'il faut bien comprendre que nous avons une responsabilité dans notre pays, avec des cuisiniers, avec des producteurs qui font les efforts qu'ils font, pour porter un message qui est quand même un peu différent. Et quand ce matin on a dit il y a des terroirs partout, il y a des terroirs partout, mais l'essence n'est pas le même. Un terroir californien, c'est d'abord une marque, c'est d'abord un système marketing, c'est pas du tout un rapport à l'espace. Et je pense que dans le bon produit, dans cet attachement que peuvent avoir des cuisiniers, que peuvent avoir des producteurs, et que nous pouvons avoir dans notre assiette un lieu, eh bien, je pense que nous accordons en quelque sorte à ce lieu, nous accordons la place qui lui revient et qui est construite justement par tout ce que je vous ai expliqué, par ces systèmes de coquilles qui font que ce qui est proche est ce qui est bien, ce qui est proche est ce qui a été habité par les parents, et ce qu'a fait votre mère, même si c'était pas très bon, même si c'était brûlé, parce que c'était votre mère, c'est bon, et quand elle est morte, eh bien, si vous faites la choucroute de votre mère parce que vous l'aimez, eh bien, c'est votre mère que vous mangez. C'est Cyrulnik qui explique ça. En fait, qu'est-ce que dit une mère, quand elle apporte un plat sur la table? Alors, elle s'excuse parce qu'évidemment, elle dit, voilà, c'est pas bon, c'est pas tout à fait. En fait, elle crée tout un discours pour qu'on lui dise, mais c'est formidable. Elle appelle le compliment. D'accord? Donc, il faut la complimenter. Excusez-moi, c'est pas tout à fait ce que je voulais, j'avais pas le temps, etc. Mais si, Colette, c'était excellent, etc. Bon, c'est très beau. Donc, elle appelle le compliment. En fait, elle donne du sens à quelque chose qui n'en a pas pour vous. Voyez? Et elle met du sentiment de manière à ce que vous puissiez dire, mais franchement, ton truc, c'est absolument extraordinaire. Et donc, elle crée ce sens-là. Et ce sens, il peut être créé aussi par, je vous ai apporté des légumes, des carottes.
Mais attention, c'est des carottes, pas de Hollande, hein, c'est des carottes du coin. Voyez, et donc, vous voyez comment le proche, hein, en quelque sorte, va créer un sens moral à ce qu'on mange. Merci Gilles. Il est hollandais. Non. Gilles, que je remercie chaleureusement, puisque il n'a pas remarqué à mon accent que je faisais aussi partie de la coalition sudiste. Bien. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire sur le veau aux hormones de la Hollande? Ah, il pourrait nous dire beaucoup de choses, hein, mais bon, on y passerait la soirée là. Tout à l'heure, on vous a fait passer des produits et vous avez pu certainement les toucher, les voir, d'abord dans un premier temps les toucher et les sentir. Je voulais vous dire que ça n'était pas innocent. Maintenant, on va répondre à toutes vos questions à une condition, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous avez pensé des produits de M. Bastelica. Le mode d'emploi. Un petit mot. J'ai omis tout à l'heure quelque chose dans le feu de l'action. C'est de vous expliquer quelque chose qui est basique peut-être, mais qui est absolument oublié. C'est le fait que pour pouvoir avoir le maximum de rendu à l'intérieur d'un produit agricole, quel qu'il soit, il faut justement pénétrer l'espace que Gilles a décrit, mais cette fois-ci l'espace du produit lui-même. Et l'espace du produit, ben, c'est sa peau. Et la transgression de la peau lui permet de s'exprimer. Donc au départ, il fallait légèrement froisser ce produit pour pouvoir lui faire exprimer la totalité de sa puissance. Exactement comme après, pour une carotte, ben, vous enlevez la peau, vous la pénétrez en la mangeant au travers de la peau, ou une tomate, pareil. Ben là, c'est pareil, un produit aromatique, il faut pouvoir non seulement le regarder, bien sûr, puisque c'est du domaine de l'esthétique, là, mais il faut aussi le froisser légèrement pour pouvoir lui permettre de s'exprimer. Voilà, donc ceux qui encore ont la possibilité de le faire, je vous invite à le faire pour pouvoir bien pénétrer le sujet. Merci. Je suis bon élève, hein, Henri. J'en profite. Bien, on va répondre, si vous le voulez bien, à vos questions. Moi, j'aimerais bien que le débat s'anime un petit peu. On avait lancé quelques pistes au départ. Nous sommes très, très attentifs à vos sollicitations, à vous. La balle est dans votre camp. Non. La viande, les poissons. Oui, madame, j'ai bien entendu votre question. Consommer des produits, alors oui, ils n'ont pas entendu. Madame disait consommer des produits exotiques, c'est aussi faire voyager. Ça peut se comprendre dans les deux sens, madame. C'est-à-dire qu'on peut intégrer le produit exotique en l'approvisionnant. On peut aussi aller acquérir des connaissances sur un produit qui n'est pas un produit d'ici, qui n'est pas un produit de proximité, en faisant un voyage et en rapportant de ce voyage une part de rêve. C'est le travail que font d'ailleurs beaucoup de cuisiniers, puisque je crois que Jacques Maximin ne me contredira pas, les chefs français ont quand même tous un point commun, ils voyagent énormément et je constate, en tout cas moi pour ma part, qu'ils essaient toujours d'élargir le champ de leurs connaissances à la fois des produits mais également des techniques de mise en œuvre de ces produits en allant souvent sur place et en réfléchissant, en trouvant des choses. La question c'est produit exotique, est-ce que ce produit exotique nous fait voyager? Ah oui. Ah oui, et on aime ça en plus. Hein. Si, enfin, moi, si je pense que le produit exotique a une fonction qui est justement de sortir du local et du piège où on est. Hein, et les premiers produits exotiques qui ont le plus voyagé, ce sont des produits légers, ce sont des produits secs, d'accord, et ce sont les épices, d'accord. Les épices, en fait, ont été intégrées à des systèmes marchands très tôt, hein, depuis l'Antiquité, et justement pour apporter le lointain sur la table, voilà, avec des justifications médicales, souvent. On vous disait que les pois faisaient ceci, que
telle plante faisait cela. Donc ça, ça a été intégré à des médecines, la médecine d'Hippocrate en particulier, vante beaucoup les épices. Mais derrière cet alibi médical, c'est évidemment une manière de s'extraire voilà, du territoire. Ça, c'est un point. Bon. Voilà. Après, je peut-être juste un truc, c'est que il y a eu quand même au XVIe siècle, dans la conquête de l'Amérique, il y a eu quand même un véritable mouvement de prédation de produits, en particulier les légumes. Les légumes qui commençaient à être à la mode en Europe à cette époque-là, et qui étaient confrontés au fond, enfin qui ont été intégrés à des questions qui étaient celles au fond de savoir comment nourrir des populations à moindre frais, avec moins de viande et avec des choses qui puissent. Il faut voir quand même que on était toujours dans l'incertitude alimentaire, donc il y avait des famines tout le temps, on était toujours à la merci d'une rupture, et donc on a cherché au XVIe siècle un certain nombre de produits qui devaient répondre à ça. Puis il y a surtout les boissons. Les femmes ont été des grands vecteurs d'exotisme avec les boissons, le thé, le café et le chocolat, qui les ont délivrés de l'obligation de boire de l'alcool, puisque l'alcool tout ce qui était alcoolisé était recherché parce que c'était le seul moyen d'échapper à beaucoup de maladies. On savait que telle région où on buvait de la bière, il n'y avait pas de maladie. Donc on savait qu'il fallait boire de l'alcool pour être tranquille, et on ne savait pas du tout, on ne mettait pas encore le mot microbe derrière. Et vous savez que les boissons alcoolisées, bon, c'est pas quelque chose d'évident à boire le matin. Et donc le succès du thé, du café et du chocolat est lié à cela. L'autre point, évidemment, ça a été que on est tombé, le café, par exemple, est tombé pile dans une société qui cherchait à faire sauter le plafond de verre de l'aristocratie, toute cette bourgeoisie qui attendait de faire passer des idées libérales, eh bien, a saisi l'occasion de se réunir dans des cafés. Vous voyez le prétexte qu'a été le café pour faire des réunions pour préparer la Révolution française et d'autres choses comme ça. Donc, vous voyez le système culturel, en quelque sorte, qui a permis, et on peut dire peut-être d'une certaine manière, que ce sont les boissons tropicales qui ont été aussi, parce qu'elles ont permis ces réunions, qu'elles ont permis à tous ces bourgeois qui ne pouvaient pas accéder au salon, de faire sauter l'ancien régime. Voilà, donc l'exotisme est bon. Et puis la dernière phase, c'est celle à laquelle on assiste aujourd'hui avec la chaîne du froid industriel, ce que j'appelle l'hyperfroid, c'est-à-dire le surgelé et le micro-ondes. C'est-à-dire que donc là, on va utiliser non pas des plantes, non pas des saveurs, mais des plats. Voilà, vous avez mangé des nems à midi, vous mangerez ce soir des sushis, demain vous mangerez autre chose, et tout ça passe par des chaînes particulières, et donc le lointain est comme ça chez nous en ce moment. Voilà, mais avec un brouillage important, et je pense que quelque chose qui fait beaucoup de tort à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Merci. D'autres questions? Devant, là-haut. Oui. Bonjour, Monsieur Musard, donc je suis professeur de cuisine et j'aurais aimé vous demander donc aux producteurs, parce que je suis toujours un peu coincé entre le devoir d'information et le devoir de réserve auprès de mes élèves. J'aurais aimé vous demander votre sentiment quant aux OGM, aux cultures OGM. Je ne devais normalement pas rentrer dans ce type de polémique. Ce matin, on a assisté justement à une conférence où il y avait une spécialiste des peurs alimentaires. Vous voyez que je démarre très bien. On peut très bien reléguer les OGM au titre des peurs alimentaires, donc avec un petit sourire et un haussement d'épaule, considérant qu'ils n'ont pas de véritable signification de dangerosité et de signification symbolique dans une société qui, par certains côtés, part en errance. Alors le problème des OGM est un problème d'abord extrêmement complexe, contrairement à ce que certains ayatollahs d'un côté ou de l'autre disent.
pour des raisons d'ailleurs tout à fait diverses, qui s'empilent les unes sur les autres, malheureusement, contribuant justement à l'impossibilité de lisibilité de la personne qui va se trouver devant les produits dans un rayon de supermarché lorsque, effectivement, un étiquetage quelconque sera rendu obligatoire. Je dis bien quelconque parce qu'on entend de tout. Aujourd'hui, il y a bien quelques lois qui sont dans les tuyaux, quelques-unes commencent à sortir, mais en fait, il y a un embrouillage total, et cet embrouillage se fait, alors, c'est pour aborder le deuxième aspect de ce que je disais tout à l'heure, il se fait contrairement à ce que certaines colombes veulent faire croire aujourd'hui, comme de tout temps d'ailleurs, il se fait dans un contexte de guerre économique dont le consommateur ne voit jamais les tenants, les aboutissants. On voit bien sûr le résultat de la guerre économique avec la photo de la mer d'Aral, hein, le coton, etc., enfin tout le reste, enfin, ce que vous devez plus ou moins savoir sur les incidences justement dans la guerre de la matière première que constitue la guerre du coton. Et puis, bon, là on est interrogé et remis en cause quelque part pour certains. Mais si vous voulez, sur votre produit quotidien que vous achetez, vous ne voyez pas ça. Et ça parce que tout simplement, c'est médiatisé par toute une série d'intervenants qui vous distancient du problème. Voilà. Donc le problème, c'est que les OGM s'insèrent là-dedans. Et que tous les moyens sont bons par ceux qui veulent les promotionner pour pouvoir les imposer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre, contrairement à ce qui est affirmé, on n'est plus dans le cadre de la proposition. Les OGM vont effectivement, sur le papier, solutionner toute une série de problèmes. Sur le papier. On parle de la faim dans le monde et on va jusqu'à la mucoviscidose. Donc évidemment, on a tout de suite les larmes aux yeux en disant, mais bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Seulement le problème, c'est que dans la calebasse des OGM, il y a d'abord du signe, pas le même du tout, le signe dont on a parlé ce matin, du signe, c'est-à-dire de la signification profonde, du sens qui engage votre mémoire, qui engage votre futur, donc. Et il y a aussi de la salubrité publique. Et il y a un rapport au produit. Aujourd'hui, on travaille aux États-Unis pour qu'on mette au point une tomate qui se conserve, et je suis producteur de tomates, donc je suis bien placé pour le savoir, et en première ligne à ce sujet, on va produire une tomate qui va se conserver 4 à 5 mois. Alors ça, il faut que vous compreniez quelque chose de très important en agriculture, c'est que chaque fois qu'un produit perd son statut de produit frais, il est extrait du circuit court que auquel vous allez accéder pour consommer immédiatement, et il rentre dans le domaine du stockage. Et là, il rentre dans le domaine de la spéculation. Voilà. Donc, c'est plus du tout le produit dont on parle. Et ça, il faut comprendre, ça c'est très important. Et surtout que les jeunes se rendent compte que la distance qu'ils entretiennent avec les produits alimentaires favorise énormément cet aspect d'hypertrophie du stockage et donc par sa conséquence immédiate, la spéculation. Donc vous voyez que je ne me prononce pas sur le problème de l'OGM au titre de ce qu'il signifie génétiquement, mais de suite, j'essaye de vous projeter dans l'espace de sens dans lequel les OGM vont s'insérer dans votre rapport au monde. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est incontournable. Et c'est incontournable de plusieurs façons. Et une façon qui est très importante, c'est que les producteurs, qui jusqu'à maintenant étaient maîtres de leur choix au niveau semences, aujourd'hui ne peuvent plus choisir leurs semences. Et ça va aujourd'hui, alors quand je dis ils ne peuvent plus, oui, on peut encore, mais pour combien de temps encore? Des enjeux aujourd'hui des grandes batailles sont en train de se passer, et elles se passent d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que, effectivement, vous n'avez pas de lisibilité de ce qui se passe. À titre d'exemple, si je peux développer, je prendrai 3 minutes pour vous développer quelque chose. Il y a un film demain. Surtout, allez voir le film demain si vous ne l'avez pas vu. Hein. C'est un film magnifique, c'est vraiment. Alors, concrètement, il y a eu dans la pratique agricole quelque chose d'extrêmement important, c'est que le paysan avait
le soutirage de sa production d'une partie de sa semence pour pouvoir assurer la production de l'année d'après. Et cette pratique, qui était une pratique reconnue nécessaire et ancestrale, faisant partie donc de la coutume, et donc par là même de cet acquis mémoire que vous transportez tous, même malgré vous, cette pratique risque d'être interdite. Alors, comme toutes les choses qui risquent d'être interdites, elle doit être interdite au titre toujours de bonnes intentions. Et c'est ça le véritable problème. Donc, le contexte des OGM s'insère là-dedans. Aujourd'hui, il y a des semenciers et il y a des amateurs qui consomment des semences. Ce sont deux secteurs différents. Seulement, il se trouve que les banques de graines sont actuellement préservées soit par les organismes publics, comme l'INRA par exemple, soit par les organismes privés, comme les semenciers. Et aujourd'hui, quelques paysans de par le monde qui se mettent en réseau non pas informatique, mais de communication et d'entraide pour pouvoir faire l'échange de semences. Ceci se fait au travers d'associations. Et il se trouve que cet échange de semences, qui est une arme extrêmement importante pour pouvoir préserver ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, ce patrimoine génétique, là, on n'est pas dans la manipulation, on est simplement dans la préservation de l'acquis historique. Eh bien, ce patrimoine va peut-être être impossible à perpétuer, puisque des associations, aujourd'hui, je ne citerai pas de nom pour ne pas polémiquer, ni du point de vue de ceux qui attaquent, ni du point de vue de ceux qui sont attaqués, associations de bénévoles, entièrement, avec qui, effectivement, nous sommes en contact, ne serait-ce qu'au titre des échanges, justement, dans ce cadre de préservation du patrimoine de semences, sont aujourd'hui attaqués au tribunal pour les empêcher de perpétuer cet échange que l'on va appeler, évidemment, commercial, puisqu'une association, aujourd'hui, vous le savez bien, ne peut pas avoir une activité dite commerciale. Donc, en jouant sur les mots et avec une puissance financière, c'est pour ça que je parle de guerre économique, c'est qu'effectivement, une association, loi 1901, ne peut pas avoir les reins aussi solides que Monsanto, par exemple, hein, et ce n'est pas eux qui sont en cause dans ce cadre-là, entre parenthèses, loin de là d'ailleurs. Mais, donc, leurs moyens sont dérisoires et ils ne peuvent absolument rien faire avec ne serait-ce que l'empilement des procédures face auxquelles ils vont devoir se heurter. Donc, je vous annonce que très très rapidement, si les choses ne changent pas de cours, eh bien, il sera impossible aux producteurs de pouvoir choisir sa semence. Donc, s'il est impossible de choisir sa semence, il devra forcément se contenter de ce qu'on lui proposera, et en particulier, si les OGM passent, eh bien, effectivement, il devra donc faire des produits avec des OGM, avec les conséquences, cette fois-ci, techniques, dont je vous invite à vous rapprocher de, non pas ceux qui sont seulement les promoteurs, mais aussi des contradicteurs, parce que vous aurez une vision un petit peu plus large de la réalité, des questions qui sont posées. Je ne tranche donc pas sur le sujet. Vous voyez à quel point je peux être méticuleux dans la précaution. Mais par contre, il faut savoir que lorsque l'environnement structurel de la production, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du fait que les producteurs étaient dans des ghettos, c'est parce qu'effectivement, culturellement, ils sont enfermés et ils sont, si vous voulez, en relation avec le monde qu'au travers d'entités juridiques, économiques, financières, qui ont des intérêts qui ne seront pas forcément concurrents avec ceux de la production proprement dite, et donc de vos estomacs. Voilà. Pardon, une question. Une question en ce qui concerne l'utilisation des graines actuellement. Est-ce que vous avez la possibilité d'utiliser des semences qui ne sont pas répertoriées sur un catalogue officiel et en vendre les produits? Ou est-ce que vous pouvez uniquement les utiliser pour votre consommation personnelle? Alors, il existe aujourd'hui, enfin, je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais pour répondre strictement à cette question, il existe aujourd'hui une législation qui est assez claire, mais qui, dans la pratique,
si vous voulez, a généré une multitude de tolérances qui sont greffées en particulier sur ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire l'acquis historique, la culture, les pratiques ancestrales, et un élément très important qui fait partie du soubassement de votre production, c'est en particulier le phénomène de solidarité, c'est-à-dire les échanges entre les secteurs de production, entre les paysans, qui, justement, permettent cette circulation de la semence et l'enrichissement aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que même si aujourd'hui la part de recherche par le milieu paysan est extrêmement réduite, il n'en reste pas moins qu'elle existe, et elle existe en particulier dans les pays autres que nous, autres que ceux industrialisés, je dirais. Voilà. Donc effectivement, c'est très flou, mais le risque auquel se heurtent les producteurs, c'est que ces multitudes de niches, de comportements qui leur permettent de pouvoir investir d'un point de vue variétal, d'un point de vue des qualités, strictement, des produits, etc., vont s'éteindre parce que, petit à petit, vous avez les sociétés semencières qui mettent la main dessus et puis qui, après, ne serait-ce que par le biais de la génétique, au sens les croisements spécifiques, eh bien, vont créer des graines qui vont leur appartenir. Et ils vont, si vous voulez, faire disparaître les graines qui leur ont permis. Je ne sais pas si vous comprenez bien le problème. On a des souches variétales. Ces souches variétales sont actuellement utilisables par l'amateur sans problème et commencent à être rendues impossibles d'utilisation par le professionnel. Et sur le marché, vous ne trouvez que ce qui est reproduit. Et sur le marché, il ne va être reproduit que ce qui est vendu. Donc, si la demande se généralise de produits de mauvaise qualité, ou du moins sans grand intérêt, si ce n'est visuel, eh bien, vous allez perdre l'acquis technique et l'acquis qualitatif de la graine au profit des caractéristiques dont on vous a parlé tout à l'heure d'ailleurs pour la tomate. C'est des caractéristiques qui vont satisfaire d'autres individus, d'autres intervenants de la filière, aux dépens et du producteur et du consommateur. Fallait nourrir le plus grand nombre, mais si on tombe là-dedans, parce qu'il y a une sorte de focalisation, en fait, on va à l'inverse. C'est-à-dire qu'après, la nourriture du plus grand nombre sera entre les mains des sociétés qui produiront au prix qui sera effectué dans la grande distribution. Donc, dire qu'on veut nourrir le plus grand nombre, je crois qu'il ne faut pas prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Il faut au contraire commencer à réfléchir, aller dans le sens que vous venez d'expliquer. Le souci, en fait, c'est que, tout simplement, l'argument dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était récurrent et généralisé sur le fait que les bonnes intentions permettaient toujours de générer justement les pires, eh bien, c'est que votre question, au lieu d'engendrer une réponse négative, si vous voulez, enfin, j'aurais une vision un petit peu différente, au lieu de réponse négative par rapport à ce qui se passe sur la généralisation effectivement nécessaire pour le plus grand nombre, et ça c'est aussi incontournable de toute façon quelque part, c'est de tirer vers le haut finalement, oui, ça, oui. Si vous voulez, d'imposer une seule voie possible, c'est celle de tirer vers le haut, qualitative, à tous les intervenants de la filière. Mais malgré tout, sur un autre plan, mais qui rejoint ce sujet, sur l'anecdote du purin d'ortie, qu'elle est interdite par les filières, il a suffi que quelqu'un réussisse à percer le champ des médias et à envoyer une lettre au président de la République pour qu'en fait, pour l'instant, il y ait une résistance et que ce soit toujours possible. En effet. C'est pas un combat perdu. Les combats ne sont jamais perdus, madame. Il suffit de monter un petit peu au créneau. D'autres questions ? Et on est en pleine phase de digestion là. On a trop bien dégusté les produits d'ici ce midi. Arnaud Van de Castel, je suis en doctorat de sociologie. Et une petite réflexion par rapport à le bon produit. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'à travers
les kilomètres parcourus, etc., en fonction des cultures dans lesquelles le consommateur se trouve, il est plus ou moins différemment envisagé. Un exemple, par exemple, la crème pâtissière qu'on peut trouver au Japon, qu'on peut trouver à Londres ou qu'on peut trouver aux États-Unis n'aura pas la même forcément texture ou la même quantité au niveau du sucre. Et j'étais en train de me dire, mais ils sont forts quand même McDonald's parce qu'ils ont réussi avec le même sandwich à l'imposer au goût de tout le monde. Et par exemple, quand le premier McDonald's ouvert au Maroc, j'étais là, j'ai assisté à l'euphorie des gens qui pouvaient manger exotique, enfin d'un produit qui était en même temps super standardisé, mais qui pour eux était en même temps l'accession à, je dirais, une certaine distinction sociale, etc. Et c'est assez incroyable de voir qu'en même temps, certaines personnes arrivent, enfin les consommateurs restent attachés à des goûts, ça c'est culturellement, peut-être physiologiquement parlant, et puis en même temps, ils arrivent à se faire gaver par des trucs super standardisés. Maintenant, j'avais une question par rapport au chef. C'était dans les produits, bon, en France, on est produits de terroir, etc. Et les restaurants proposent à leur carte donc des produits typiques du coin, régionaux. Et en même temps, en fait, je voulais savoir comment on pouvait associer, si c'était compliqué, quelle démarche un chef entreprend pour essayer d'apporter une petite touche d'exotisme dans un plat de terroir. Un plat de terroir, c'est quoi? C'est 60% de produits pur terroir et puis 40% de liberté d'autre chose. C'est être chef dans un restaurant puis proposer un produit de terroir. Est-ce qu'on peut se permettre de aller une folie pour essayer de voir si le consommateur, le client final va adhérer ou pas? Est-ce que je me suis fait comprendre déjà? Oui. Ouais. Maximin va vous répondre. Non, mais je suis en train de réfléchir à la réponse, là, entre autres, la mienne. Vous savez, moi, personnellement, je crois qu'il faut faire la cuisine que vous avez envie de faire, sans chercher les modes ou devenir tendance. Alors, l'histoire du terroir, si vous faites une cuisine de terroir, vous pouvez très bien faire une cuisine de terroir avec des produits, d'ailleurs. Parce que le terroir, c'est l'esprit. C'est pas uniquement... le terroir, c'est aussi une recette. C'est une façon de faire. C'est pas que le produit en soi. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence que s'il fallait... si aujourd'hui... vous êtes restaurateur? Non. Ah bon. Alors... vous pensez bien que si le matin, le restaurateur commence à demander l'identité à chaque produit qui rentre chez lui, ça va faire drôle. D'accord? Bon, voilà, si on veut vraiment avoir une identité terroir et marquer de son empreinte, on s'en sort plus. Ça devient rare. Non, je crois plus... aux valeurs intellectuelles, de préserver une façon de faire. French touch, non? C'est comme ça qu'on dit. Avec l'accent du midi pour nous, avec l'accent du sud-ouest pour lui, etc. Bon, si demain vous trouvez... Où est le problème? Si vous faites une escalope de foie gras qui vient de Hongrie ou d'Israël, mais que vous le fassiez à la façon de mon copain, le sarlat. Où est le problème? Parce que le foie gras, il ne sera pas de chez la Berry ou de Tartampion. C'est pas le problème. Ce qui compte, c'est dans la tronche de voir si vous allez perpétuer et transmettre à la génération qui vient derrière vous votre savoir-faire. Maintenant, bon, c'est très bien, il faut s'adapter aux produits. Moi, je reviens à Singapour. Là, j'arrête de Singapour. 12 jours, Wilton. Ben, vous croyez que je me suis posé des questions, moi? Hop, j'ai tapé dans ce que je trouvais et je me suis adapté. Mais j'ai adapté mon travail avec ce qu'il y avait là-bas. Les échalotes sont différentes. Bon, ouais, différentes. Bon, bah, rectifie. Le vinaigre est différent. Bon, bah.
Bah, du moment qu'il est bon, où est le problème? Ouais, mais il faudra préciser sur la carte. Juste avant, vous parliez justement de cette fameuse carotte qui était estampillée, qui venait quelque chose. Oui. C'était estampillé. Là aussi, il y a tromperie. Oui, mais là, attendez, là, je suis pas dans... Oui, d'accord, non, mais moi, je vous parle de la déontologie du terroir, en soi, dans la tronche. Maintenant, si vous avez l'honnêteté de marquer foie gras de Hongrie, virgule, poêlé, ok, ça va être votre problème. Comme le gars qui marque barre de ligne ou barre d'élevage, ça c'est notre truc. Moi je vous parle du terroir. Le terroir, c'est pas que le produit. Le terroir, c'est là, c'est la tête, c'est le savoir-faire. Voilà. Transmettre, c'est aussi, ça fait partie du patrimoine. Après, bon, maintenant, le coriandre, là, bon, je sais pas d'où il vient de chez lui, mais s'il venait d'Italie, où est le problème? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pas... de toute façon, moi, je suis pas le Don Quichotte de la cuisine française, hein, rassurez-vous. J'ai fini de me battre depuis longtemps à mon âge avec le fournisseur en lui demandant d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Bon, j'ai plutôt contourné le problème en disant bon, ben, c'est comme ça, je vais m'adapter. Et si ça ne va pas, vous changez de recette. Voilà. C'est tout. Mais si vous restez buté en disant oui, je veux faire de la purée, des patates de Touraine et point et à la ligne, ou alors je vais faire des gnocchis avec de la vieille pomme de terre de Manosque et nulle part ailleurs, à ce moment-là, vous allez crever avec vos gnocchis parce que. Voilà. Ouais, il faut. L'autre jour, moi, je travaille beaucoup avec Alain Ducasse. Modernisme, tendance et tradition. Hein, un petit peu ça. Et adaptation. Et essayer de faire, par exemple, une cuisine dite de tradition avec la tendance dans le coup. Alors que quand on va à Londres, au Dorchester, la semaine dernière, pour ouvrir ce qu'on peut appeler vraiment un palace signé Ducasse, évident qu'il va travailler avec les produits locaux qu'il va trouver sur place. Mais il va signer Alain Ducasse. Oui, voilà. On continue. Que M. Ducasse travaille avec les produits qu'il va trouver à Londres, c'est un fait. Mais je pense qu'il a quand même apporté, enfin en ce qui me concerne, ce que j'ai lu de lui, il a fait un apport aux produits. Quand il cite certains produits qui sont cultivés dans une certaine région, on ne pourra pas le faire tous les jours, mais on sait au moins qu'il existe des produits de qualité que l'on peut, quand on va dans cette région, ou quand on a la chance d'y accéder, goûter et qui apportent une différence. Donc, effectivement, au quotidien, je comprends bien que vous n'allez pas pouvoir, pour un repas complet, trouver le produit qui vient de la localité où il est le meilleur, où il est estampillé. Mais l'apport de Ducasse, par ailleurs, dans ce qu'il a écrit, pour le simple consommateur que je suis, c'est un apport parce qu'il m'a fait découvrir des choses que modestement, à mon petit niveau, je ne connaissais pas. Certains riz italiens, certaines légumineuses qui sont cultivées qu'à un seul endroit. Et je pense qu'il y a les deux, entre le quotidien et la découverte et faire découvrir des produits, c'est pas contradictoire. Pas du tout. Donc, je suis d'accord avec vous. Avec les produits qu'il a, ce qui est très bien, c'est qu'il fasse connaître aussi, qu'il insiste sur les bons produits. Mais madame, croyez-moi, je connais très bien Alain Ducasse. Je sais comment il pratique. Mais c'est pas contradictoire, mais je veux dire par là, dans sa démarche culinaire, je peux vous dire que l'adaptation, parce que j'en reviens à la question du monsieur, de vouloir absolument avoir une identité produit, terroir, et on reste là, une espèce de carcan. Non, terroir, c'est autre chose. Terroir, c'est une recette, c'est un savoir-faire. Après, bon, bah, on s'adapte. Voilà. Moi, c'est l'histoire de la courgette de Los Angeles. Bon, bah, je l'ai fait à la niçoise, entre guillemets. Voilà, c'est tout. Moi, je vous raconte un truc. Hier, j'ai découvert qu'il y avait des truffes à Tours. J'ai bouffé chez Bardet hier soir, avec 1 kilo de truffes devant moi. Je dis où ça vient. Je croyais que ça venait du Var.
côté de chez moi. Il me dit, c'est à Tours, ici. Ils en produisent, je ne sais pas combien de tonnes par an. Je ne savais même pas. Alors bon, il m'a conté toute l'histoire. Hein. Les truffes à Tours. Eh ben non, mais attendez, vous dites ça à des Varois, ils vont vous rire au nez, ils vous éclatent de rire. Vous comprenez? J'ai vu 1 kilo de truffes à Tours, ils vont me rire au nez. Je vais les ramener, d'ailleurs. Chambardé, d'accord. Non, mais, non, mais c'est incroyable, vous comprenez? Bon, voilà. Allez, encore quelques questions, et on rentre à la maison. Où on arrête, hein? En ce qui concerne, par contre, Il y a un papier ou quoi? non, pas du tout. Une approche intéressante qui existe chez un Bah, restaurateur, excusez-moi. une approche qui me semble intéressante chez un restaurateur de la région, c'est qu'il cite sur sa carte ses producteurs. Ah oui, Alors je ne sais pas si... c'est la mode. Bon, je sais pas si c'est la mode, ça fait déjà un petit moment. Oui. Producteur, l'origine, le label, le cépage. Je veux dire que maintenant, c'est vous avez le nom du producteur, le nom, alors déjà, le nom barre de ligne, le nom de l'aquarium, le nom de l'éleveur et de celui qui donne la graine. Alors, vous savez, ça rajoute en rien. Parce que si c'est pas bon, ça sera pas bon. Alors, c'est une mode qui fait bien, qui est très tendance, dit-on. Puis, en fin de compte, remarquez, ça gêne en rien, parce que si pour donner un coup de main à un gars comme lui, moi, je le fais volontiers, je le fais tous les jours, bien sûr. Après, il faut choisir ses producteurs. Mais seulement, attendez, mais madame, si vous faites ça, à ce moment-là, pour 5 plats, il faut une page comme ça. Non, mais il ne s'agit pas de Vous citer comprenez, tous bon, les ingrédients, mais de citer certains Oui, bah, bien produits sûr, mais majeurs on de le la fait, carte. On le fait. Et en plus, si vous voulez, c'est un critère de qualité. Ça rassure le client. Pas toujours vrai. Pardon? Ouais, Sur les dénominations géographiques, je pense qu'il faut que vous acceptiez l'idée que ce qui est géographique est symbolique. Bon, c'est sûr que si vous avez filé barre de ligne de l'Atlantique Nord, ça ne veut rien dire du tout. On est complètement d'accord que ce soit de l'Atlantique Nord ou du Pacifique Nord, personne, le mangeur, ne va absolument pas faire la différence. Mais il a besoin de ça. Et que nous sommes, il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas que des êtres comme ça, nous sommes des êtres situés quelque part. Voilà. C'est tout. Et je mange à Nice du bar de ligne, dont j'aime bien qu'on me raconte dans la salade de la... Il n'y a pas de bar. Voilà, dans la salade qu'il y a sur le menu, qui vient d'ailleurs, parce que le repas, c'est ça, c'est un moment où le monde est rassemblé sur la table et on est dans une position fixe. En général, on ne mange pas debout, on ne se lève pas trop et on fait une expérience géographique. Sans vous montrer du doigt, madame, je m'excuse de l'interrompre. Je pense qu'il y a un truc. Je préférerais, franchement, qu'un restaurateur ait l'honnêteté de marquer homard breton, virgule rôti tartempion, homard bleu européen, homard canadien, que de laisser dans le doute homard rôti, beurre blanc, riz créole, point à la ligne, avec un prix défiant toute concurrence, qui fait mal au concurrent, lui, qui a l'honnêteté de marquer l'origine du produit. Vous voyez ce que je veux dire? Il met le doute dans la tête du client. Voilà. Alors ça, je me battrais davantage vers ce genre d'interprétation. Parce que, bon, si on peut rendre un petit coup de main à notre producteur, que ce soit un paysan, un boucher, un machin. Moi, je marquais, par exemple, moi, je fais venir des pigeons étouffés d'un gars qui s'appelle Bruno Verzoni de Revel, à côté de Toulouse. Bon, ok, je le marque volontiers. Bon, alors à un moment donné, je l'ai marqué, puis après, ça m'emmerdait. Pigeon de la ferme de Palville. Bon, oui, pigeon de la ferme de Palville. Étouffé, virgule. Allez, déjà 2 lignes. Je continue.
la sauce, le jus. Comme ça, l'ancêtre. Bon, ça va. Puis ça m'a pas fait vendre un pigeon de plus. Il y a un clin d'œil ou un coup de main qu'on donne aux fournisseurs volontiers, où on positionne le produit vis-à-vis du client. Alors, l'origine du produit. Mais. Ah oui, c'est un peu. Vous, Oui. vous êtes à la cuisine, nous, on est autour de la table. Oui. Quand vous avez une carte avec les noms des producteurs, avec, admettons, une région, une Mais madame, je suis d'accord avec vous. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que vous faites partie des 10% qui est intéressé par ce genre de libellé sur les cartes. Non, mais je pense qu'en plus, Les autres s'en foutent. non, mais en plus, si, quand vous allez au restaurant, vous n'allez pas obligatoirement au restaurant avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Oui. Si vous avez une carte avec ce genre d'explication, ça entraîne les gens à parler de nourriture, ça entraîne des conversations, on peut échanger des idées. Si vous avez une carte complètement neutre et bah voilà, ça s'arrête là. Et ça aussi, c'est important quand vous précisez des choses, ça peut aussi amener les gens à s'intéresser à ce qu'il y a dans leur assiette. Oui, et puis aussi vous savez, c'est aussi un raccourci pour les explications du maître d'hôtel. La commande est prise plus vite, parce que déjà, quand le client il a déjà lu l'origine, la recette et tout, il n'a pas besoin de demander au maître d'hôtel. Et hop, on passe à autre chose. Boum. Non, mais ça fait quand même 46 ans que je fais la cuisine, alors j'ai déjà essayé pas mal de choses. Mais je vois que vous êtes intéressé. Vous n'avez pas un petit papier, là? Non. Allez. Ah. Je crains le pire. Oui, bonjour, monsieur Toussaint Frédéric, professeur d'hôtellerie. Professeur de restaurant, exactement. La question, c'était entre votre début de carrière et maintenant, est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez constaté sur l'évolution des produits en règle générale? Produits, prix, variété, diversité. Alors attendez, faut que je marque ça. Alors, une différence entre 1962 et nous sommes en 2008. Bon, alors, un paquet de temps. La question c'est... Globalement, qu'est-ce qu'on peut constater comme évolution dans la qualité? Sur la qualité, diversité. Pas dans les prix. Dans les prix, voilà. Bon. Ouais, dans les prix, on n'en parlait pas. Non, mais dans la qualité, toujours un truc, là j'ai noté. On entend souvent dire on ne trouve plus de bons produits. C'est souvent ça. Vous l'entendez pas? On ne trouve plus de bons produits, ça devient rare. Bon, alors je me posais la question, est-ce vrai? Alors moi personnellement, vous savez, à vrai dire, si vous mettez le prix, vous trouvez toujours le bon produit. Le problème est là. C'est-à-dire savoir faire la différence. Tout à l'heure on parlait des pommes, mais au demeurant, c'est quand vous faites le marché le matin avec le panier, c'est si vous mettez le prix, c'est comme le poisson, c'est bon aux légumes. Alors moi j'ai vu alors par contre non, des produits, comme j'ai toujours mis le prix, j'ai traversé moi, si vous voulez, ma vie professionnelle avec un compagnon. Il fait 46 ans de cuisine maintenant, avec un compagnon qui s'appelle le bon produit. Alors évidemment, je me suis battu au demeurant, même souvent contre des patrons, pour acheter le produit le meilleur, le plus cher, pour y arriver. Parce que c'était mon compagnon, c'est le garant. Parce que même si des fois vous n'êtes pas bon cuisinier, déjà le produit est bon. Hein, ça arrange pas mal de bons produits. Hein. Si vous faites un produit et que vous faites de la merde, alors c'est une catastrophe. Mais déjà, le bon produit, même si vous le ratez un peu, ça équilibre un peu. Alors maintenant, évidemment, je dirais que non, il y a des gens qui ont... Il y a toujours de bons navets, toujours le bon céleri. Très bonne question. J'ai vu... Alors, le paradoxe, c'est que si vous voulez maintenant, il peut en parler, vu que c'est son métier, c'est que on revoit de nouveaux légumes apparaître. Alors ça, il y a encore 10 ans, bon, moi, si vous voulez, il y a 20 ans, 30 ans, ce qu'on appelle maintenant les légumes oubliés, ça est totalement obsolète ou disparu. Le panais a réapparu. Bon, je ne parle pas des Lyonnais qui l'employaient de façon courante dans le pot-au-feu, etc., etc. Mais il y a encore 20 ans,
c'est un produit très peu utilisé. Alors évidemment, bon, ben, maintenant c'est un peu tendance, très mode, de faire revivre un peu les tubéreux, les céleris, les fenouils. Alors évidemment, non, la recherche, l'INRA nous aide beaucoup à travers ça, à préserver justement, et au demeurant, à améliorer la qualité des produits. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens que je parle, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. On essaye toujours de faire une meilleure carotte, même si elle est un peu tordue, on s'en fout, mais du moment qu'elle soit bonne. Voilà. Alors j'ai vu aussi l'évolution de... Non, si tout à l'heure on parlait des produits exotiques, c'est plus l'apparition naturellement avec les voyages d'une cuisine qui a changé avec les produits qui sont arrivés. Ceux qui voyageaient dans le temps, très longtemps avec les bateaux, on avait du mal à les travailler. Bon, maintenant, ça met 24 heures pour arriver. Donc, il est apparu naturellement des produits qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et avec ça aussi est apparue une nouvelle cuisine, un peu mielleuse, un peu sucrée, un peu maghreb, un peu asiatique, un peu tout ça. Mais quant à l'évolution du produit, je pense qu'il y a plutôt un mieux. Plutôt un mieux. Bah, plus cher, ouais. Mais moi, ça ne me déplaît pas, hein, de payer plus cher. Parce qu'à l'arrivée, c'est le client qui paiera. Non, mais vous comprenez. Vous aviez un cuisinier qui s'appelait Jean Troireau, qui est décédé. Il disait, je cuisine, je compte après. Moi, quand la partie de plaisir que je vais donner au client, ou j'espère lui donner en cuisine, quand il vient goûter un de mes plats, pas une question de prix. Moi, je m'en fous du prix. Moi, s'il faut acheter du loup à 40 € ou 50 € le kilo, mais il y en a un, je l'achète. Et à l'arrivée, je trouverai bien le client en face. Alors, par contre, là, il faut avoir la clientèle en face. Hein. On est bien d'accord. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à le payer. C'est tout. Puis heureusement d'ailleurs qu'on réfléchit comme ça, parce que sinon, si vous êtes barré par le prix, à ce moment-là, tout va disparaître. Voilà. Moi, je suis pas arrêté par le prix. Hein. Voilà. Bon, ce qui s'amoindrit, c'est la clientèle. Mais on trouvera toujours quelqu'un pour acheter le meilleur filet de bœuf, le meilleur filet de veau, du veau de lait sous la mer, les meilleurs légumes que mon copain produit, etc., etc. Alors le prix, bon, bien sûr, c'est autre chose. Mais on ne s'adresse pas à la cantine de la RATP, là. On s'adresse à une clientèle qui vient dans des restaurants pour festoyer. Signé Clavier. Christian. Je festoie. J'ai répondu? Voilà. Monsieur Quentin? Pas de questions? Madame? Hélène Baumer, inspecteur sciences biologiques. Je voudrais poser une question à Monsieur Fumet. En ce qui concerne la notion de bon produit, le concept donc de bon produit, de produit du terroir, quelle est l'évolution? Est-ce qu'on va garder ce concept culturel ou bien est-ce qu'on va se rapprocher de ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire que ça devienne du marketing? Moi, je pense que plus on aura de nourriture mondialisée, donc ces fameux plats qui se banalisent, ces plats japonais, sud-africains ou tous ces vins, plus on aura de nourriture mondialisée, plus on aura de nourriture localisée. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas vivre toujours avec des choses qui sont... et à mon avis, l'histoire des légumes qu'on retrouve là, tout ce qui réémerge, si vous voulez, des gens
qui sauvent des plantes, qui sauvent des animaux, qui montent des restaurants de terroir, tout ce que vous voulez. Tout ça participe d'une réévaluation du local. Voilà. Et peut-être même dans ce qu'il y a dans votre carte, moi j'aimerais regarder votre carte et vérifier toutes les mentions géographiques que vous avez mises de manière subliminale pour dire quand même que vous êtes un restaurant qui est à Nice. Moi je sais pas, j'ai acheté votre livre ce matin sur les tartes. Vous voyez, bon, ben, il est jaune, il y a plein de choses dedans qui font que c'est pas du tout le même livre que le breton là, Relinger avec son livre bleu. C'est pas, donc, si vous voulez, il y a plein de messages comme ça. Et il me semble que là-dessus, on va vers une explosion de la diversité. Ça, je pense que c'est. Mais il faut maintenir quand même des gens comme Henri. Il faut maintenir des gens qui vont faire des efforts comme ça, qui ont les moyens, qui vont avoir les moyens de. Je pense que, à mon avis, je suis beaucoup plus pessimiste sur ce que l'agronomie nous réserve, parce que je pense que l'agronomie, elle est du côté de l'industrie, et voilà. Et là. C'est une recherche qui, moi, à mon avis, personnellement, je pense, contrairement à ce que vous dites à propos de la qualité des produits, sur laquelle je pense que l'agronomie a fait aussi beaucoup de mal, beaucoup de tort. Parce que je pense qu'il y a eu des quantités. Le rapport qu'on a montré ce matin sur les fruits et légumes, avec les petits paragraphes dont il a fallu que le canard enchaîné sorte des morceaux pour dire oui, quand même, ben, voilà, on a fait des bêtises. Voilà, et en Bretagne, on ne boit plus d'eau potable, etc., etc. Bon, tout ça, c'est quand même un jour un prix qu'il faut payer. Voilà. Mais je pense que ce qui est local va se valoriser, ça, je crois. Alors. Bonjour, Bernadette Gutel du journal Hôtellerie. Je vais dire, les légumes oubliés, c'est bien. C'est sympa, mais en fait, depuis qu'ils sont apparus ou réapparus sur le marché depuis 5 ans, moi je vois l'évolution de la qualité, c'est-à-dire pas dans le bon sens. Au début, les corps de bœuf étaient bonnes, maintenant c'est farineux. Les panais, c'est plus tout à fait le même goût, quoi. En fait, on voit aussi des cerfeuils tubéreux. Bon, j'adore ça, mais maintenant je trouve que c'est des trucs, ça ressemble au cerfeuil tubéreux, mais c'est pas du cerfeuil tubéreux. Donc, enfin bon, sur mon marché, hein, moi. Voilà. Et sur le vôtre, je ne sais pas, mais moi je vais au marché à Fontainebleau, donc c'est quand même pas un marché. C'est un marché qui se tient. Bon, ben voilà. Enfin, je sais pas. C'est à Paris? Non, à Fontainebleau. Mais donc il y a des bons producteurs. Paris, Fontainebleau. Oui, si vous voulez, mais bon, là-bas. Je savais même pas qu'il y avait des légumes à Fontainebleau, moi. Dans la forêt. Il y a du sable dans la forêt. Les producteurs ne viennent pas. Il y a du sable dans la forêt, donc il y a des carottes. Non, mais blague à part. Non, c'est pas bon. Enfin, pour moi, enfin, je sais pas ce qu'en pense monsieur votre voisin. Non, mais moi, très sincèrement, c'est comme des navets. Bon, il y a des navets sucrés, il y a des navets amers. Non, mais c'est cher, hein. Je veux dire, je paye cher. Bon, vous comprenez. Bon, quelle est la variété? Peut-être que dans le pané, je n'ai pas les connaissances suffisantes, mais dans le pané, il y a combien de variétés? J'en sais rien, moi. 30, 40, j'en sais rien. Vous comprenez? C'est une racine qui est bon. Oui, mais je pense qu'on sélectionne le panais qui va pousser le plus vite, qui va être le plus rentable, etc. Donc voilà, allez hop, on nous sert ça, puis on nous fait croire que c'est bon. Non, mais madame, ça, franchement, je suis d'accord avec vous, mais parce que là, si vous voulez, c'est une rencontre personnelle que vous avez faite avec ce légume. D'accord? Avec plusieurs légumes. Bon, mais je veux dire par là. Non, mais avec plusieurs légumes. J'ai vu l'évolution, c'est bon. Franchement, il y a des bons légumes oubliés. Il y a une dame, comment ça s'appelle? Je ne sais pas qui connaît cette dame-là. Il y a une petite dame là, qui fait en Bretagne. Là. Comment elle s'appelle? Tu connais ça, toi? Il y a une demoiselle, une jeune dame, qui fait des légumes, une cinquantaine de... Tu connais ça? Je l'ai vu à la télé il n'y a pas longtemps. Elle fait des trucs absolument merveilleux. Bon, tout est une question de sélection de graines. Vous savez, dans les courgettes, moi je connais bien les courgettes. Et les courgettes à Nice. Dans les courgettes, il y a 50 variétés de courgettes. Il y en a avec des graines comme ça, on dirait des potirons. C'est dégueulasse. Et puis vous avez les courgettes dites violon, vert et moite, on appelle ça aussi accessoirement courgette beurre, c'est fabuleux. Enfin, cru, les couper, ça sointe, c'est bon. Bon, là vous êtes